pourquoi j'ai fait des notes pour me rassurer? Parce que je connais les trucs. Sur les capteurs, Cyril. Du coup, sur HDD. Vous voulez y aller, hein? Ok. Bah, je pense que tout le monde est là. Petite classe en privé. Donc, bienvenue à cette conférence à Valdrome pour le traitement des images astronomiques en ciel profond avec des logiciels libres et gratuits. Donc, cette conférence durera 1h30. Elle est présentée par moi-même, Kristen Ray, et Partie 3, Gallo David. nous sommes de la commission jeune Oui. de la Société astronomique de France. Je suis le secrétaire. Et donc, nous allons vous présenter tous ces logiciels et savoir comment les utiliser, comment faire pour traiter vos images et avoir un bien meilleur résultat que si vous débutez. Au tout début, c'est pas extraordinaire. Donc là, c'est vraiment de terminer avec un niveau incroyable et de se prendre pour tirer le go. Donc, pour ce faire, nous allons découper notre présentation avec une petite introduction qui est en train d'être faite actuellement. Une partie sur les capteurs, car c'est bien important de savoir comment faire pour imager, comment cela est fait, le bruit, etc. Le premier logiciel qui sera Cyril, puis un petit détour par AstroChart. Ça, je ne pense vraiment pas que vous en ayez entendu parler. Puis, ah si, AstroSurface, et enfin Rothérapie. Je t'en prie, Titouan. Donc tout d'abord, nous allons commencer par parler des capteurs. Donc qu'est-ce qu'un capteur? Un capteur, ça va être un composant qui va qui va transformer un photon en un électron par le principe de photoélectrique. Sur les derniers capteurs, environ un photon reçu va correspondre à la production d'un électron, ce qui est totalement faux sur les capteurs d'ancienne génération. Chaque électron va être stocké dans un puits de potentiel qui correspond avec le silicium. Il existe deux grands types de capteurs, les capteurs CCD pour Charge Coupled Device et les capteurs CMOS pour Complementary Metal Oxide Semiconductor. Nous allons commencer par parler des capteurs CCD. Donc le principe de fonctionnement, on compare souvent ça à des seaux d'eau. Chaque pixel va correspondre à un puits de potentiel qui va stocker les électrons au fur et à mesure. Et chaque puits de potentiel va être décalé colonne par colonne, arriver au bout de la ligne où les électrons vont être comptés pixel par pixel pour être ensuite interprétés en images. Le gros défaut de ces capteurs, ça va être le blooming. Donc lorsqu'un pixel va être saturé d'électrons, ces électrons vont être transmis au pixel voisin, ce qui va entraîner des raies lumineuses, comme on peut le voir ici, sur toute la hauteur de l'image. Pour les capteurs CMOS, le fonctionnement reste le même. Cependant, chaque pixel va avoir un convertisseur analogique numérique, alors que sur les capteurs CCD, ce convertisseur va se trouver en bout de ligne. Donc ça a un avantage. Le désavantage de ce type de capteur va être une surface photosensible légèrement moins importante que les capteurs CCD. Mais il y a beaucoup d'autres avantages aux capteurs CMOS, notamment une sensibilité dans le visible beaucoup plus importante. Sur les meilleurs capteurs, on va atteindre une sensibilité de 90% du spectre du visible, contre environ 70% pour les capteurs CCD. Le bruit de lecture va être très faible, environ 1 électron pour les capteurs CMOS contre 15 pour les capteurs CCD. Leur coût est aussi bien inférieur, parce que le circuit analogique est plus complexe sur un capteur CCD, ce qui va coûter beaucoup plus cher à la production. La vitesse de lecture de ces capteurs est aussi beaucoup plus importante, ce qui peut être assez intéressant en astronomie, surtout pour les pauses plutôt courtes. Donc, on peut constater qu'il y a beaucoup d'avantages aux capteurs CMOS, notamment pour l'astrophotographie, avec une sensibilité très élevée, un bruit de lecture assez réduit. C'est pour cela que la quasi-totalité des capteurs actuels utilisent cette technologie de capteur, cette technologie. Il existe dans les capteurs CMOS deux grandes familles, les capteurs FSI pour Front Side Illuminated, donc la lumière va illuminer sur la face avant la partie photosensible, et les capteurs BSI, Backside Illuminated, où la lumière va illuminer la partie arrière de la partie photosensible.
Donc, le désavantage des capteurs FSI va être la présence de différents composants entre la micro-lentille et la partie photosensible, la photodiode, qui va entraîner une réflexion des photons sur ces composants métalliques, ces transistors, qui va entraîner une perte de luminosité et la potentielle transmission de photons sur les pixels voisins. Pour la fabrique et le capteur BSI, son grand avantage, c'est que la partie photosensible va se trouver au-dessus, donc va recevoir directement les photons qui vont arriver sur le capteur. Donc pour la fabrication, on prend un capteur FSI qu'on retourne et on va diminuer la couche de silicium pour que le dos du capteur, de la partie photosensible affleure, ce qui permet aux photons de toucher cette partie afin de produire des électrons. Donc, il faut faire les différences entre ces deux capteurs et donc la quantité de lumière reçue et la différence de cône de lumière est beaucoup plus importante sur les capteurs BSI, ce qui permet un vintage nettement moins important, surtout sur les bords du capteur qui reçoivent moins de lumière. Pour les choix du capteur, il faut faire attention parce qu'on a tendance à prendre des grands capteurs avec beaucoup de pixels. Cependant, plus le capteur est grand, plus la correction de champ doit être importante. Et en plus, il faut faire très attention à la... Bonjour. Bonjour aux retardataires. Il faut faire attention... donc un grand capteur avec beaucoup de pixels va entraîner des fichiers très, très lourds. Donc il va falloir penser à des disques durs beaucoup plus importants et beaucoup de RAM pour traiter ces photos sous Cyril par exemple. Nous allons maintenant... Je suis même parti. Donc voilà, ça va. C'était bon. Donc maintenant, on va plutôt rentrer dans les caractéristiques des capteurs. On va aller un petit peu plus loin dans ce qui est vraiment un capteur, avec notamment la différence entre un QE absolu, donc l'efficacité quantique, ce qui veut dire la capacité à convertir la lumière en électrons, le bruit, le signal, le SNR, et donc on va voir juste après. Donc le QE absolu et le QE relatif. On peut voir deux courbes. La première courbe, la rouge, est le QE absolu, ce qui signifie que au pic, à 550 nanomètres, 60% de la lumière est convertie en électricité. Mais ce que l'on peut voir, c'est que l'autre courbe paraît plus élevée, et pourtant elle est relative. Cette courbe relative est composée de électrons par nanojoule par centimètre carré. En gros, on va convertir directement l'énergie des photons en énergie électrique, donc en nanojoules par une surface. Cela va nous aider notamment pour pouvoir un peu mieux lire les capteurs sur des caractéristiques telles que est-ce qu'avec ce filtre-là et en même temps cette longueur d'onde, je vais avoir combien d'énergie à la fin et donc savoir combien je vais avoir de signal. Parce que évidemment, la lumière, elle est composée de cette onde qui, au fur et à mesure qu'elle va se rétracter, ce qui veut dire augmenter sa fréquence, elle va émettre plus d'énergie. À l'intérieur d'un photon qui sera plus bleu, il va y avoir plus d'énergie qu'un photon qui sera rouge. D'ailleurs, nous avons ici la formule pour savoir l'énergie d'un photon en fonction de sa longueur d'onde, qui est en joules d'ailleurs, en unité SI, ce qui veut dire la constante de Planck qui est ici. Je ne l'ai pas mise, vous pouvez aller la chercher, elle est un petit peu compliquée, 6,602 x 10 puissance moins 34. Ensuite, la vitesse de la lumière, qui est 300 000 km par seconde, et ensuite la longueur d'onde qu'on va mettre en mètres. N'oubliez pas, c'est en unité SI, donc système international. Ce que l'on remarque, c'est qu'effectivement, l'énergie du photon augmente en fonction de sa fréquence. Et cela nous fait montrer les capteurs de chez Sony. Les Sony donnent toujours des courbes relatives et on ne sait pas trop quoi ça pourrait correspondre. En fait, Sony, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont justement convertir cette énergie et juste après, ils vont normaliser à 1 par rapport à ce qu'un photon en réalité ne change pas d'énergie en fonction de sa fréquence. Comme si un photon avait toujours la même énergie. Donc c'est normalisé autour de 600 et quelques nanomètres. Et ça fait qu'on a des courbes qui sont un peu faussées quand on y pense, puisque ce n'est même pas de l'énergie réelle qui est reçue par le capteur, c'est une énergie normalisée. Donc on a vraiment l'impression que l'infrarouge est bien plus sensible sur ce capteur que le visible, alors qu'absolument pas. En réalité, il est à 60% au maximum, alors que pour le reste, c'est à 80%. Donc c'est la raison pour laquelle les courbes relatives énervent énormément les astrophotographes, puisque
Ce n'est absolument pas représentatif, surtout celles de Sony, qui ne reprennent même pas la loi qu'on a vue juste avant de l'énergie d'un photon et de la conversion en électrons. Donc maintenant, vous pouvez un petit peu comprendre un peu mieux pourquoi il y a cette différence si énorme, pourquoi à chaque fois on a l'impression qu'on se fait arnaquer et est-ce que c'est vraiment réel? Donc non, ce n'est pas réellement, c'est pas exactement ce qui arrive sur le capteur, ça a été normalisé, il y a un calcul derrière de normalisation, donc il faut faire bien attention, il faut reconvertir derrière, ce qui demande un petit peu de travail, et ce que s'efforcent de faire toutes les entreprises comme ASI, QHY ou Player One, en mettant des courbes qui sont ici absolues. Ce qui est beaucoup plus facile à lire pour nous tous. Les bruits. Alors le bruit, c'est vraiment horrible en astrophoto. On déteste ça. Notre image, elle est toute dégueulasse après. Et en plus, il y a plein de bruits. Il y a le bruit de lecture, le bruit thermique, le bruit de quantification, le bruit de photonique. Pour commencer, le bruit de... Alors non, même pas commencer, il faut déjà définir ce qu'est le bruit, c'est important. Pour cette conférence, le bruit va être tout ce qui n'est pas partie du signal, tout ce qui ne fait pas partie du signal. C'est important de le définir maintenant puisque, en réalité, ce n'est pas la vraie définition d'un bruit d'électrons qu'on peut avoir dans un capteur. Mais pour nous, on va simplifier et ça suffit grandement. Ensuite, une image ne peut pas être dénuée de bruit. Même si vous avez l'impression qu'il n'y a absolument pas de bruit dans votre photo avec énormément de lumière venant du soleil, il y en a toujours légèrement, une fraction en réalité. Pour le calculer, pour savoir combien on a de... par rapport aux images empilées qu'on va faire sur Cyril, pour savoir combien il nous reste de bruit, nous allons prendre la racine carrée du nombre d'images. Et donc à ce moment-là, le ratio entre le bruit et le signal peut être calculé, le SNR, pour voir juste après. Aussi, information très importante, le bruit augmente de manière linéaire, ce qui n'est pas le cas du signal, et c'est la raison pour laquelle nous pouvons mieux capter d'informations en posant plus longtemps, puisque le signal lui va augmenter beaucoup plus vite que ce qu'est le bruit thermique notamment, qui augmente lui vraiment de manière linéaire, qui s'ajoute au fur et à mesure que l'on attend, enfin qu'on fait un temps de pause plus long. Alors que le signal lui va augmenter de manière plus parabolique. Donc vers la fin, il va augmenter de manière quasi infinie. Ce qui est faux, on va simplifier encore une fois. En réalité, le signal, il va taper à un plafond. Donc le premier bruit, le bruit de lecture. Alors c'est vraiment celui le plus connu, tout le monde le regarde dans tous les sens. Est-ce que... oui. Alors cette photo a été prise avec un 350D non défiltré et il a vécu ce 350D. Donc effectivement, et c'est une pause de 10 secondes, donc il y en a du bruit, et notamment de la trame. Donc le bruit de lecture, c'est communément l'ensemble des variations d'électrons liées au capteur lui-même. Donc les photosites, ils ont tendance à créer un décalage de valeur par rapport à ce qui est réellement enregistré, plus ou moins, donc des pixels qui vont être plus lumineux ou moins lumineux que dans la réalité. Et parfois même, ce sont des lignes entières du capteur qui vont être plus lumineuses ou moins lumineuses. C'est la trame. C'est dû à une moins bonne purification, enfin une mauvaise purification du silicium. Et donc certaines parties du silicium vont être plus sensibles ou d'autres moins sensibles, voire même qui vont donner des électrons naturellement. De nos jours, les capteurs sont si bien faits, le silicium est si bien purifié qu'il n'y a même plus de trame sur les capteurs. C'est juste quand il commence un petit peu à vieillir, puisqu'il y a des lignes, à ce moment-là, c'est l'intérieur de la circuiterie qui va un petit peu s'abîmer. D'ailleurs, en parlant de circuiterie, on s'en fout un petit peu du bruit du circuiterie. Il est de 0,01 électron maximum. C'est absolument ridicule. Et d'ailleurs, c'est un calcul extrêmement compliqué pour pas grand-chose au final, puisqu'il est écrasé devant le bruit de lecture, qui est maintenant de nos jours un bruit bien inférieur au bruit suivant, qui est le bruit thermique. Alors le bruit thermique, il faut faire un petit peu de mécanique quantique pour savoir ce que c'est. Donc déjà, on va définir ce qui est justement ce bruit thermique. C'est un bruit lié à l'apparition d'électrons libres dans la couche de silicium dû à la température. Alors comme on peut voir dans ce petit schéma, nous avons les noyaux des atomes de silicium, leurs électrons. Et donc ce que l'on peut voir, c'est que les atomes de silicium mis ensemble dans cette matrice, qui est le cristal, ont des trous. Ces trous vont nous permettre justement de capter des électrons ou d'en relâcher, ce qui va permettre, quand on les excite assez, les noyaux, enfin les atomes, de pouvoir faire circuler du courant. Parce qu'au départ, un semi-conducteur ne fait pas passer de courant. Ces trous qui sont à l'intérieur du silicium vont permettre justement cette circulation de courant en se libérant ou en prenant un électron. Cependant, le silicium a une particularité aussi, c'est que vous connaissez sûrement pour les plus aguerris qui sont allés un peu plus loin dans la physique,
vous avez cette première couche qui est la couche de valence pour la couche d'électrons, puis la couche de conduction. Dans un atome de métal classique, les couches de valence et les couches de conduction sont liées, ce qui veut dire que les électrons peuvent passer tout simplement et facilement d'un atome à l'autre. Le cuivre. Ce n'est pas le cas ici, il y a un petit peu d'espace en énergie entre ces deux couches, ce qui fait que normalement le silicium n'est pas conducteur, donc il faut lui apporter de l'énergie, la lumière, mais cette énergie peut être aussi sous forme de température, donc de mouvement intrinsèque de l'atome qui va faire qu'à un moment, un électron va quand même partir. C'est le bruit thermique. Donc c'est la raison pour laquelle il faut absolument refroidir nos caméras, puisque sinon, des électrons vont apparaître comme par magie de notre image, même s'il n'y a absolument aucune lumière. D'où le fait que les capteurs qui sont refroidis ont de bien meilleures performances. Et d'ailleurs, on le voit de nos jours avec les capteurs modernes, il n'y a quasiment aucun bruit thermique à moins 20 degrés. Donc très très important de le faire. Et d'ailleurs, sur les anciens capteurs, comme le 600D, vous le voyez sûrement en été, c'est complètement bruité et l'information est noyée dans ce bruit. Et vous les refroidissez comment Très bonne question. On les refroidit avec un pelletier. Et le pelletier, c'est un principe qui fait quand on alimente une certaine matière avec un ensemble de métaux, etc. Une partie va donner de l'énergie sous forme de chaleur et une autre va absorber cette énergie. Ce qui fait qu'un côté va être froid et un côté va être chaud. Donc c'est la raison pour laquelle il y a un ventilateur qui va dissiper cette énergie thermique, sinon ça s'égaliserait tout simplement. Et donc c'est une méthode électronique au problème, au lieu de mettre de l'azote liquide par exemple, qui serait un peu dangereux, parfois pas très fiable, et puis surtout que quand on met les objets sous pression, ils ont tendance à vouloir s'échapper. Ça, mais c'est à l'intérieur de la caméra ou c'est un dispositif externe? Et c'est la raison aussi pour laquelle les caméras coûtent très très cher. Si le capteur n'est pas prévu pour, c'est mort. En fait, exactement. Et d'ailleurs, les caméras astronomiques, pourquoi elles coûtent si cher? C'est parce qu'ils font leur propre PCB, c'est-à-dire leur propre carte électronique, où ils font un trou à l'espace du capteur, ce qui ne se fait absolument jamais. Et à cet endroit-là, ils vont mettre ce qu'on appelle le pelletier pour refroidir directement au cœur le capteur. Donc, petit aparté. Ensuite, le bruit de quantification. Celui-là, on le voit un peu moins souvent, parce que sauf si on fait du planétaire. C'est un bruit qui est en fait lié à la résolution numérique de la quantification, de la numérisation. En fait, le bruit de quantification, c'est tout simplement une dégradation entre ce passage d'électrons analogiques et une numérisation en 0 et 1. C'est lié par exemple, pour la plupart du temps, à, imaginons, j'enregistre une image en 8 bits, mais ma capacité, ce qui veut dire les électrons qui sont stockés à l'intérieur du photosite, est plus grande que la valeur en bits. On va donc diviser la valeur de mon full well, ce qu'on appelle le full well. Donc ici, 2530, pourquoi pas, divisé par le nombre de bits que j'ai pour numériser, 8. Nous avons donc environ 10 de ADU, ce qui veut dire qu'il faut 10 électrons pour passer au bit suivant. Nous avons donc une perte de sensibilité, puisque si jamais nous avons un objet qui est extrêmement faible et qui n'envoie que quelques électrons, nous aurons toujours la même valeur. Sauf que si cette valeur est juste au-dessus, voire dans le bruit, nous ne pouvons pas la discerner. Raison pour laquelle il est très important de mettre sa sensibilité, enfin plutôt pas l'amplification, les ISO ou le gain, à une bonne valeur. Si jamais l'objet est très lumineux, on n'a pas besoin, on le met assez bas, ça permet de faire justement plus d'amplitude, plus de dynamique. Si jamais l'objet est très très sombre, on réduit le gain, et même si on a moins de dynamique, de toute manière, vu que l'objet est très sombre, ça revient absolument au même. Pour terminer, un bruit très 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 important, c'est d'ailleurs même un des seuls qui reste de nos jours avec les capteurs modernes, le bruit photonique. En fait, c'est la variation spatiale de la quantité de lumière. Dit autrement, quand la pluie tombe au sol, elle va faire des endroits avec plus ou moins de pluie, mais même elle tombe jamais au même endroit. Et c'est vraiment ça le bruit photonique. La lumière n'arrive jamais en un flux continu de lumière qui est comme une grande rivière. Ce sont des gouttes de pluie. Ils arrivent par-ci, par-là. Et si jamais on retire justement énormément de lumière, énormément de photons, on va pouvoir justement voir là où ils vont tomber, ces photons. Or, sur un capteur, si on a des endroits où il y en a plus et des endroits où il y en a moins, ça forme du bruit. Donc cette image, par exemple, qui est à l'intérieur du trapèze, elle est toute bruitée, mais en réalité, si on calcule le bruit lié à la température, plus le bruit lié à la circuiterie, enfin le bruit de lecture, plus le bruit de quantification, il y a quasiment, ce n'est que du bruit de photons.
là, ce que l'on peut voir, c'est littéralement des zones du capteur qui ont reçu plus ou moins de lumière venant du centre du cœur d'Orion. Ce qui est assez fascinant quand on y pense, parce qu'à ce moment-là, on peut peut-être imaginer des expériences pour compter le nombre de photons qui arrivent sur le pixel, et donc pouvoir déterminer avec précision la luminosité d'un objet. C'est d'ailleurs fait avec les capteurs à comptage de photons. Il me semble, oui, le SNR. Alors pour terminer, nous avons cette même image unique et une image empilée. Comme nous pouvons voir, le signal sur l'image empilée est absolument bien meilleur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le rapport est racine carrée de n, donc on va tout simplement prendre le nombre d'images que l'on empile, regarder ce qu'il en sort, et ça va être notre rapport entre le signal et le bruit. Plus la valeur est élevée, plus il va y avoir un rapport faible élevé entre le signal et le bruit. On peut voir tout ça tout simplement, hein, dès qu'on empile une image, avec ce calcul, nous pouvons voir qu'on augmente d'1,41 le rapport sur chaque image. Bien évidemment, c'est une échelle log, ce qui veut dire qu'au début, ça fonctionne très bien. 4 images empilées, ça équivaut à améliorer par 2 le SNR, donc on a 2 fois moins de bruit sur 4 images empilées. Par contre, pour avoir 100%, enfin quasiment, parce qu'on n'arrivera jamais à 100%, comme je l'ai dit au début, quasiment 100% du bruit effacé, il faut 10 000 images. Donc effectivement, c'est la raison pour laquelle en Lucky Imaging, là on va prendre des pauses très très courtes, il en faut énormément, et d'ailleurs pour la photo d'Orion que je vous ai montré juste avant, j'ai mis 11 000 images dans le stack. Juste pour avoir quelque chose de correct, et encore, quand je fais de la déconvolution, ce que l'on va voir après, ce qui fait ressortir le bruit, ça redevient bruité. Parce que justement, il en reste du bruit. Ce 0,01% impacte encore l'image. Maintenant, nous allons vous parler de l'histogramme. Donc l'histogramme, qu'est-ce que c'est? C'est un graphique. Pardon. L'histogramme, c'est un graphique où en ordonnée, on va avoir une proportion de pixels, enfin un nombre de pixels, et en abscisse, la luminance. Donc, comment interpréter un histogramme? À gauche, on va avoir tout ce qui est ton foncé et noir, et à droite, tout ce qui va être ton clair et blanc. C'est le même principe, donc ça c'est pour une image noir et blanc, et ça va être le même principe pour la couleur. Les pixels les plus sombres, par exemple dans les bleus de l'histogramme précédent, vont être à gauche et les plus clairs à droite. Donc maintenant nous allons passer au traitement sur Cyril. Je me rends compte que je n'étais pas chargé de séquence. Je suis pas chargé de séquence en fait. Donc on va charger une séquence sur Cyril qui va nous permettre de faire un petit traitement. Donc ce petit traitement, on va aller assez rapidement, hein, je vous le dis, parce que justement on n'a pas beaucoup de temps. On va passer tout ce qui va être dark, offset et flat. Oui. C'est toujours la même chose. Un empilement avec rejet de pixels déviants. Je sais un peu pas de plus. normalisation. C'est difficile. On va soustraire les offsets aux flats. Et pour les bruts, nous allons soustraire les darks et après les diviser par les flats pour obtenir une image avec le plus de corrections possible et le moins de défauts. Est-ce que je prends cette image-là? Ça aurait pu marcher, mais... C'est NGC combien c'est là, c'est 6000... Bon, allez, 7006. Allez, hop. On cherche notre chercher la séquence. Elle n'existe plus. C'est triste. C'est très triste. On va même faire la conversion avec vous, vous allez voir. Donc, c'était... Bon, bah, je suis désolé, je pensais vraiment avoir chargé la séquence dans mon ordinateur. Tant pis. On va faire ça en direct. Donc... toujours très très bien ranger ces images, c'est très important. Comme vous pouvez voir, tout est dans un dossier. 27.0. Plus c'est rangé, plus c'est simple de retrouver après de toute façon derrière. Surtout quand on a... Surtout quand on fait énormément d'images. on va peut-être prendre... Voilà, l'imager. Bon, je rentre que je vais pas faire de la merde. Là. Oui, parce que tout est mélangé, forcément. Alors, les darks, ils sont où? J'ai mis que ça de dark. Ah non, c'est bon, j'en ai mis plus. J'allais dire, bah punaise, je suis pas très assidu. Hein. Putain, ça va pas pris. Ah. Mais, pourquoi? S'il vous plaît, allez. Mage. Voilà, enfin. Ah, on est heureux. Allez, plus vite l'ordinateur. On a besoin de toi. Et donc là, c'est pareil, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, plus on va avoir d'images et plus on va avoir des gros capteurs avec beaucoup de pixels,
plus les images vont être lourdes et plus il va falloir un ordinateur puissant pour pouvoir traiter le plus rapidement entre guillemets, une image. Après, là, l'avantage, c'est que cette caméra fait 390 000 pixels. Donc, on n'est pas trop embêté par le nombre de pixels, le fait aussi d'avoir... n'oublie pas de le mettre en séquence. La SBIG ST7 XME. Donc sur Cyril, par défaut, quand on va faire une conversion de fichier, il va nous proposer des images fit. Il existe aussi une autre option, l'option séquence fit, qui va éviter de créer à chaque fois un nouveau fichier pour chaque image convertie. Ce qui va économiser un peu de place sur le disque dur. Bah non. Pas de place sur le disque dur. Non, pas de place sur le disque dur, mais ça va éviter d'avoir des images dans tous les sens dans notre dossier, ce qui est après un peu compliqué pour s'y retrouver. Bon, le CR, c'est pour justement si on a envie de convertir des images qu'on a pris par exemple sur un appareil photo pour l'envoyer directement sur un logiciel pour le planétaire. Si on prend avec un appareil photo la Lune, tout est en RAW, on passe par Cyril, conversion en CR, pouf, c'est envoyé vers un logiciel type AutoStacker. Donc là, normalement, ça fonctionne. Non. Comment ça fonctionne pas? Oh, allez, c'est bon. Là, alors, l'astrophoto, même si il fait beau, même si on est dans un espace où il n'y a pas de télescope à côté, on est quand même maudit. Alors, heureusement. Alors, pourquoi erreur dans un fichier de conversion, plus d'espace disponible? Mais non, il reste 28 gigas, ce truc-là. Alors, c'est pas grave. On va faire un autre. Oh là 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 là. Ouais, mais il a passé la nuit dehors, c'est normal qu'il ait distrait. Il en a passé des nuits dehors. Il commence à être un peu fatigué, le pauvre. Marche. Bon, c'est pas grave. Alors, vous savez quoi Non, mais je connais l'erreur. C'est une erreur récurrente sur Cyril et ça va marcher. Arrêtez de faire les mises à jour. D'ailleurs, sur la dernière mise à jour, je ne sais pas si vous avez eu des problèmes sur la RC1. Non. Tant pis. Bah, tu sais quoi on va prendre la sortie de secours. On va pas vous faire la conversion, malheureusement. C'est impossible. Désolé. Vous avez vu que... sérieusement, t'as vu à quel point ils sont... Mais on était venu que pour ça. Le mec juste avant... Non, mais je suis venu que pour Astro Surface. Ah oui, je vois ça. Hein. Bon, heureusement, j'avais quand même préparé au cas où un truc directement converti, calibré. Donc le calibrage offset pour les flats. Donc l'offset, vous savez, c'est le bruit de lecture. Donc le bruit de lecture, même si dans les temps très très courts en termes de pause, comme les flats, il n'y a quasiment pas de bruit thermique. Mais il reste quand même ce bruit de lecture. Donc on va faire des offsets qui vont permettre de corriger les flats. Donc ne surtout pas utiliser les offsets en même temps que les dark, puisqu'à ce moment-là, on va retirer 2 fois le bruit de lecture. Donc on va recréer un bruit inverse. Que les dark pour et les flats pour les images de luminance. L'étape de conversion, c'est tout simplement prendre... Alors là, c'est déjà en fit, parce que ma caméra l'enregistre en fit. Mais imaginons c'est enregistré en RAW. Le RAW, si vous regardez combien c'est un fit, vous allez se dire « Ah, punaise, c'est énorme un fit, c'est très très gros ». C'est normal, c'est parce qu'à l'intérieur d'un fichier fit, l'image, elle est... enfin, d'un fichier RAW, l'image, elle va être interpolée. Elle va avoir des conditions mathématiques qui vont faire que les données sont rangées par ordre et non pas assignées à chaque pixel. Donc ça va gagner énormément de place et ça va éviter d'avoir des fichiers qui sont absolument monstrueux. Et donc cela demande plus de puissance de calcul derrière pour désinterpoler tout ça et pour remettre une image qu'on peut afficher. C'est une forme de compression, on peut dire ça. Oui, mais c'est mathématique. On perd très très peu en réalité d'informations. On en perd bien entendu, et notamment le TIFF qui va perdre plus d'informations qu'un RAW classique de caméra et bien plus d'informations qu'un FITS. Un FITS perd quasiment aucune information, d'où le fait qu'il soit utilisé par la NASA et qui a été créé par la NASA. Créé pour la NASA. Voilà. Parce qu'il y a aussi d'autres avantages, par exemple, Le RAW et le FIT, c'est quoi le mieux? Le FITS, absolument. Parce que le RAW, c'est interpolé. Il va y avoir des calculs derrière. Aussi, on a fait l'alignement. Alors pour l'alignement, on va juste faire un petit tour sur la transformation qui est très important à comprendre. La transformation. Donc l'homographie, ça va être pour une image avec beaucoup de déformation,
les bords sont très déformés. Exemple, une photo de Voie lactée, quand vous avez un grand angle, les bords vont être déformés par le grand angle. Donc ça va permettre de replacer les étoiles sur une image plane. Ça va littéralement déformer l'image. Mais si on utilise une image de télescope, où tout est déjà très plan, ça n'a aucun intérêt, ça va même perdre de la qualité à l'image. Pour pouvoir justement déformer l'image, il fait des blocs. Donc ces blocs vont justement faire une perte qui crée un problème dans les détails, enfin une perte dans les détails. Donc ce que je vous conseille, c'est plutôt d'utiliser soit translation, soit similarité, qui sont des algorithmes qui sont plus durs, ce qui veut dire qu'ils vont moins avoir de tolérance, mais qui vont justement garder la qualité de l'image, en termes de la qualité, en termes de précision. Pour garder justement cette qualité, je vous conseille Lanczos 4, qui est un algorithme qui va justement tourner les pixels en fonction de la rotation de l'image, de manière beaucoup plus, comment on appelle ça? Pas soft, mais plus précise, enfin plus juste que le reste. Donc restez sur Lanczos 4. Et ensuite, pour le nombre d'étoiles ajoutées, ça dépendra de votre image. Généralement, moi, je mets autour de 200 ou 500. Ça dépendra du champ de l'image et de la moyenne que vous voulez faire après pour le graphique. Ça te parlait, toi? Oui. Donc pour le graphique, on va pouvoir trier nos images en fonction de leur FWHM. Donc c'est-à-dire, c'est un indicateur de la rondeur de l'étoile. Donc plus le FWHM va être faible, plus l'étoile va être ronde. C'est par contre seulement un indicateur. Et ce qui va pouvoir jouer sur cette formule mathématique, donc c'est la largeur à mi-hauteur d'une courbe en fait. On n'a pas un schéma. En fait, la courbe, c'est tout simplement une gaussienne. Vous voyez la gaussienne, ce que ça veut dire? C'est ce truc-là. Et donc une étoile, forcément, il y a un pic lumineux au centre et le reste va être étalé. Et donc on va juste regarder juste à mi-hauteur de cette courbe à combien elle fait de pixels de large. Après, comme il a dit, c'est un indicateur. C'est pas vrai. C'est pas si on convertit ça justement avec l'échelle qui est ici en arc seconde, je viens de le faire, c'est pas la vraie taille en arc seconde du moindre petit détail qui va être ici. C'est la taille moyenne des étoiles en arc seconde. Pourquoi? Imaginons que je prenne un pixel enfin même pas un pixel, que je prenne une caméra qui va saturer très rapidement, qui va pas pouvoir beaucoup emmagasiner de lumière. Les étoiles qui vont être très brillantes vont paraître énormes. Alors c'est d'ailleurs juste avec ma photo d'Orion. Vous avez vu, certaines étoiles étaient très très grosses. Pourtant, c'est une des plus précises qui existent. Donc ça veut dire que, en réalité, c'est un indicateur. Mais si vous voulez vraiment savoir votre détail dans l'image, le plus efficace reste encore de prendre des pixels que vous pouvez déterminer comme détail, ce qui veut dire l'écartement de 2 étoiles. Sur l'image d'Orion, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une étoile double. J'ai regardé l'écartement, c'était 0,6 secondes d'arc par pixel de détail. Ce qui m'a permis un peu plus du coup, puisque je pouvais voir l'écartement en plusieurs pixels. Mais on va arrondir. Et donc après, il y a pas mal de paramètres qui vont influer sur cette FWHM, par exemple la mise au point, ou encore les turbulences ou la collimation. Petit truc en plus, si vous mettez rondeur et FWHM ici, vous allez pouvoir voir la qualité de l'étoile, ce qui veut dire à quel point elle va être ronde, tout simplement, en pourcentage. Donc entre 0 et 0% de rondeur, faut le faire quand même, hein, c'est un énorme filet. Et 100%, une étoile parfaitement ronde. Donc aussi, ça va permettre de voir la qualité de votre collimation. Parce qu'une collimation mal faite, généralement, c'est une étoile qui est un peu déformée. Mais c'est pas seulement la collimation, c'est aussi les turbulences. Alors, les turbulences ne vont pas déformer l'étoile, sauf si jamais on va figer la turbulence. Par contre, parce que la turbulence est aléatoire et uniforme. Donc, si on laisse poser très très longtemps, ça va juste faire une tâche de plus en plus grosse et étalée. Avec une importance moins grande au fur et à mesure, puisque bien évidemment l'étoile ne va pas se déplacer dans l'image, elle va juste être déformée dans une zone précise. Ça aussi, ça signifie le suivi, la qualité du suivi. Ces images-là, comme si on les regarde, donc je l'affiche, hop, elle a une qualité de suivi qui est absolument nulle, parce que justement ça a bougé entre temps. Par contre, si on prend la meilleure image en rondeur, environ les meilleures images en rondeur, nous pouvons voir que certes, les étoiles ne sont pas les plus fines, donc la turbulence a été un peu plus grande que sur cette image, mais le suivi a été nickel. Donc c'est très bien ce graphique parce que ça permet justement de faire une sélection. Vous voyez que la plupart des images sont ici, là ça commence un petit peu à être trop gros en FWMH, et ici ça commence à être un peu trop, pas assez rond. Donc ce que je fais, c'est que tout simplement je fais une sélection, et je ne fais que conserver que les points sélectionnés. Alors le problème du suivi,
On va pas s'attarder là-dessus, mais le suivi, c'est tout simplement le suivi de la monture, les problèmes d'engrenage, les problèmes de vitesse moteur, les problèmes de... Les erreurs périodiques, Exactement. notamment. Les gens qui marchent autour de vous. Les gens qui marchent autour de vous. Système de barrière. Tu veux le faire celui-là? Vas-y, je t'en prie, prends ma chaise. Donc après, pour l'empilement des images, donc on va choisir un empilement par moyenne avec rejet des pixels déviants, avec une normalisation qui va... Et un algorithme de rejet. Donc le Windows Sigma Cleaving, en fait, ça va rejeter les images, ça va calculer une moyenne des valeurs. des valeurs et va rejeter le pixel s'il est supérieur à 2 fois la valeur du sigma rentré, donc que ce soit sigma bas ou sigma haut. C'est encore une fois une gaussienne. Il faut vous imaginer la gaussienne dans votre tête, donc plus ou moins écartée par rapport à la moyenne. Parce que bien évidemment, c'est la moyenne, vu qu'on a une quantité d'informations, elle ne va pas être parfaite, elle va être un petit peu étalée, et en fonction de la qualité de vos images, elle va être plus ou moins étalée. Idéalement, ils sont censés toujours avoir la même valeur, mais le bruit fait que ce n'est pas vrai. Et donc après, en fait, les images qu'on a sélectionnées sur le graphique en fonction de leur rondeur et de leur FWHM, on va pouvoir les retrouver ici dans rejet des images. On va rester sur sélectionner. Donc on voit bien qu'on a sélectionné 100 images qui étaient donc considérées comme les plus rondes. Et on va pouvoir empiler notre image. Modération. Aussi, il y a un dernier outil, parce que ah oui, tu n'avais pas les dernières versions de Cyril. Dans la dernière version de Cyril, ils ont mis la pondération. Ils vont mettre plus d'importance avec les images qui ont les paramètres sélectionnés. Donc, si dans notre image, ce que l'on veut, c'est le plus d'étoiles possible, si jamais il y a des nuages qui passent, par exemple, on va pouvoir détecter plus d'étoiles quand il n'y a pas de nuages, ce qui semble un peu logique quand on y pense. Ou alors le FWHM pondéré, ce qui veut dire tout simplement la qualité générale de l'image. Et bien, plus une image va être qualitative au niveau du FWHM, plus elle va être mise comme étant une image importante et va avoir d'impact et d'influence à l'intérieur du stack. Pareil, en fonction du bruit, l'estimation de bruit est correcte sur Cyril. Donc, si vous avez des images avec une variation de bruit, si jamais par exemple vous avez pris une cible avec un jour très très chaud, il va y avoir beaucoup de bruit, et un jour assez frais, il va y en avoir moins, vous prenez justement le jour où il y a moins de bruit et vous le mettez comme étant plus important. Et enfin, le nombre d'images, j'ai pas regardé parce que ça m'a pas intéressé sur le coup. Ce qui nous intéresse plus, c'est savoir le bruit, le détail, ou alors le nombre d'étoiles en permanence, enfin généralement. Donc on met ce genre de pondération si on veut vraiment avoir un résultat encore meilleur. Mais il faut être sûr et certain, je peux lancer. Il faut être sûr et certain que l'ensemble de l'ensemble des données soit à peu près linéaire, soit dans une moyenne qui soit assez proche, puisque si jamais vous avez des images trop sombres, des images trop lumineuses, des images avec des gros écarts, la pondération ne va pas très bien fonctionner. Donc la raison pour laquelle aussi, il faut être toujours très très attentif à la capture de nos images. C'est très important d'avoir un ensemble de données qui est linéaire, ce qui veut dire avec le moins de variations possibles à l'intérieur. Empilement terminé. Eh ben, je t'en prie. La photométrie sur une image noir et blanc, ça va être dur. Hein. Donc, si vous êtes sur un imageur couleur, vous pouvez faire une photométrie qui va permettre d'ajuster le plus possible les couleurs en fonction du champ de votre objet. Et donc après... En haut. En dessous. Étalonnage de couleurs. Donc c'est dans traitement de l'image, étalonnage des couleurs, et donc bien étalonnage évidemment. des couleurs par photométrie. Vous pouvez rentrer après le nom de votre objet et obtenir les métadonnées en fonction de votre instrument. Et sinon, vous pouvez rentrer manuellement s'ils ne sont pas stockés directement dans les fichiers. Aussi. Exactement, et c'est la raison pour laquelle on a pris une image noir et blanc, c'est qu'on n'a pas Internet ici. Pour se connecter, en fait, c'est le catalogue de Gaia. Gaia qui a justement fait ses mesures photométriques sur énormément d'étoiles, ce qui fait qu'en fait, il les prend, il les sélectionne sur l'image, il va les comparer et il va réajuster la valeur des couleurs. Ce qui fait qu'à la fin, on a des vraies couleurs des étoiles et non pas des approximations de notre fond de ciel qui peut être de couleurs différentes des étoiles. Et oui, si jamais on a de la pollution lumineuse, le fond de ciel est orange. Si on a un peu pas de ciel vraiment nocturne, l'image va être plutôt bleue dans le fond de ciel. Tout dépend. Exactement, et même le fond de ciel n'est pas une référence absolue, puisque le fond de ciel dépend de l'environnement dans lequel on se situe, alors que les étoiles sont des références quasi absolues.
elle change très très peu de variation, et surtout sur une moyenne d'une centaine d'étoiles sur l'image, généralement la photométrie est quasi parfaite. Bon, après on va voir qu'il y a quand même un petit souci avec les nébuleuses, mais c'est pour plus tard. Après, Tu peux t'asseoir, tu sais. Tu peux t'asseoir. oui, ça va. Donc après, Extraction de gradient. Oui. Ah bah attends, c'est pas la bonne image pour l'extraction de gradient. On va faire une très belle. Parce que cette image, comme vous pouvez voir, il n'y a quasiment pas de gradient, hein. Donc le gradient, c'est la variation de luminosité dans l'image. Donc voilà. Surtout que cette image, justement, le capteur est tellement petit que ça prend une petite, tellement petite de l'image, il n'y a pas de poussière, il n'y a rien, c'est nickel. Il n'y a pas de gradient. Par contre, si on prend une image un peu plus grande, vous allez voir que c'est pas du tout la même. Merci Sony pour la jolie couleur verte d'ailleurs. Mais là tu vas pouvoir t'amuser. N'oublie pas de recadrer en premier. Recadrer en premier. Donc déjà, on peut constater qu'il y a des bandes sur les bords de l'image avec un léger limitage, donc il faut penser à recadrer l'image. On me met encore en dessous, hein. J'ai fait une erreur sur l'orientation. Ça c'est la dentelle du signe Est. Ouais, c'est ça. Donc là, avec la souris, on fait un rectangle de sélection, et puis après clic droit, puis recadrer. Normalement. Parce que après, le gradient, l'extraction de gradient. L'extraction de gradient va être impossible. Enfin, Oui, complètement. donc après, traitement de l'image, extraction de gradient. Après, donc, il existe différentes méthodes, soit le RBF ou le polynomial, qui est le plus ancien, avec différentes intensités en fonction du gradient. Donc un gradient plus simple, on va utiliser un ordre 1, et un gradient plus élevé, un ordre 4 par exemple. Donc après, on peut régler aussi le nombre d'échantillons par ligne. On va laisser pour le moment sur les valeurs indiquées. Et donc on génère le gradient, et là on va constater l'apparition de petits carrés rouges qu'on va pouvoir ajuster en fonction de notre cible. Par exemple, si ça se trouve sur des nébulosités, on va essayer de les enlever. Donc en faisant des clics droits. Alors, c'est monstrueusement long de faire ça. Il n'y a pas encore des outils adaptés. C'est pour ça qu'il faut corriger des fois, au lieu d'avoir 20 par ligne, mais 14, c'est beaucoup moins. Eh ben, vous allez voir pourquoi c'est pas possible. Mais la dernière version de Cyril, avec les gradients automatiques, ça marche vachement bien. Enfin, moi j'ai trouvé que ça marchait super bien. Je vais vous montrer une méthode pour ne plus avoir de gradient du tout. Absolument pas. Donc après, on soustrait le gradient pour les gradients plus simples, et on applique. Voilà. À noter, parce que ça c'est parce que tu n'as pas testé le RBF. Non. Le RBF, c'est mieux de mettre une correction colorimétrique avant. Le polynomial, non. Il faut rester avec les couleurs bien dégueu qu'on a vu au début, bien vertes, parce que pour lui ça va être beaucoup plus facile. Il va justement faire ce retournement de situation, remettre des couleurs qui sont totalement nickel, comme on peut le voir, alors qu'au départ c'était totalement décalé. Voilà, en polynomial, c'est important de le faire dans cet ordre-là. Problème du polynomial, regardez, le gradient il est encore présent. C'est pas extrêmement... c'est pas parfait. Voilà, et je vais vous montrer donc la seconde méthode, la nouvelle sur Cyril, qui est l'extraction de gradient RBF. Et celle-là, je peux vous dire, elle fait très mal. Pourquoi? On commence directement avec un échantillon qui se situe à environ 40. Attends, juste le retrait du gradient, c'est avant la correction astrométrique. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de... La correction astrométrique, non, il faut faire d'abord la correction astrométrique. Moi, je vais faire étalonnage des couleurs monstrueusement rapide. Là, on le fait, tac, tac, c'est toujours aussi dégueu, mais c'est normal parce qu'il y a du gradient. On fait un joli en histogramme pour bien voir où se situe le gradient. Il est très présent sur cette image, on peut le voir, parce que cette étoile illumine le correcteur de coma, donc forcément, ça crée du gradient. Le lissage, on va en parler. L'échantillonnage environ, enfin, l'échantillon par ligne, on en met 40 pour faire une bonne moyenne. La tolérance de la ligne, on va la mettre en fonction de là où ça tombe. Donc là, par exemple, il y en a beaucoup trop, on va baisser, tac, ça enlève sur les endroits de la nébuleuse. Malheureusement, si on le retire encore, ça va aussi retirer sur le gradient, c'est pas ce qu'on a envie. On va le faire extrêmement rapidement, celui-là. La raison pour laquelle, je vais le faire, mais même très mal, c'est que je suis en train de retirer chaque partie, une par une, sur la nébuleuse. Vous avez vu, c'est long. Mais il faut le faire aussi sur les étoiles.
Et oui, parce qu'on veut savoir où est le fond de ciel, on veut pas savoir où sont les étoiles. Si on veut savoir où sont les étoiles, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va avoir, enfin, si on met sur les étoiles, on va avoir des valeurs aberrantes, mais il va le prendre au pied de la lettre, le logiciel, et on va faire des corrections absolument qui n'ont aucun sens. Donc, c'est très très important de retirer, par exemple ici, là c'est sur l'étoile, eh ben, on décale à côté, on le met là. Et ça me prend généralement entre 45 minutes et 1 heure. Mais c'est actuellement la meilleure méthode qui existe. Et donc ça fait que, alors déjà là pour 40 échantillons, c'est très facile, il va très très vite le logiciel. Et vous avez vu, c'est déjà beaucoup plus linéaire. Voilà, donc on peut voir, c'est quand même bien mieux. Et là pourtant, j'ai vraiment fait les réglages basiques. Je n'ai même pas bougé le lissage. Qu'est-ce que le lissage? Plus on met un lissage important, plus les valeurs ne vont pas avoir, des valeurs aberrantes ne vont pas avoir d'impact. Imaginons une étoile, à côté c'est du fond de ciel, il va considérer la moyenne des deux, voire même carrément la valeur la plus sombre. Parce que généralement le fond de ciel c'est le plus sombre. Un lissage moins élevé va permettre une meilleure précision sur le retrait du gradient. Donc généralement je conseille de mettre un lissage assez élevé, mais surtout de faire des tests. Même sur le tuto Cyril, ils disent bien, faites des tests. C'est tellement aléatoire, c'est tellement en fonction de l'image, en fonction du télescope, en fonction de la caméra, que faites des tests sur le lissage pour avoir le meilleur résultat possible. Faites des tests sur la tolérance, etc. Mais restez autour de valeurs de type, ici moi je mets généralement à 0,12, 0,20, mettez autour de ces valeurs quand il y a 40 échantillons, et vous allez voir pour la suite, puisque là il reste encore un peu de gradient, moi je déteste le gradient, parce que c'est pas vrai, ça n'existe pas, enfin, c'est créé par l'instrument, pas par le ciel. Je augmente à 80 échantillons par ligne, pour voir le petit gradient restant à l'intérieur. Donc, et quand on le met, voilà, il faut enlever les étoiles, je vous rappelle. Donc quand on fait les amas d'étoiles, c'est insupportable. Quand on fait la Voie lactée, j'ai déjà fait, c'est affreux. Et donc on retire une par une comme ça. Je vais pas le faire ici parce que vous comprenez qu'on n'a pas 45 minutes juste pour retirer des échantillons. Donc ce que l'on va faire, c'est directement passer à la suite, ce qui veut dire sur l'ajustement de l'histogramme. Donc de réajuster l'image en exposition, en luminosité. Donc pour l'histogramme, l'histogramme sur cette version. Ah bah oui. Hein. Qu'est-ce que tu es allé où là? Il s'est perdu. Oui, je me suis totalement perdu. Je suis aveugle en plus, ça. Donc, Ah bah. Si on y passe sa vie et on connaît le logiciel. Donc pour l'histogramme, on peut zoomer dans l'histogramme avec le petit encadré en haut, qui va nous permettre d'être plus précis sur les courbes. On va pouvoir ajuster avec la petite molette de façon plus ou moins automatique la luminosité de l'image, et après on va surtout ne pas toucher aux valeurs les plus sombres, et on va ajuster avec les tons moyens, donc la deuxième flèche, pour essayer d'avoir une exposition à peu près. Ouais. Donc là je suis un peu trop loin. Ouais, surtout que j'entends de la triche dans le. Bah non, parce que en soi, du moment qu'on prend une photo, qu'on voit une image apparaître, il y a déjà tout un traitement qui a été effectué derrière. Surtout avec les appareils photo comme Sony, on l'a vu, hein, dès que Cyril l'a converti, Cyril prend tout au pied de la lettre. Il prend les informations de l'image et il les affiche. Il ne met rien du tout d'autre. Et ce qui fait que l'image est apparue verte. Pourquoi? Parce que les capteurs Sony, ils ont un filtre devant eux qui sont qui mangent énormément de rouge. Et ça fait que si on fait une balance des blancs qui est nickel, ce que j'ai fait sur le Sony, et ben à ce moment-là, tout est vert, puisque Cyril, lui, va prendre vraiment tout au pied de la lettre. Sauf que, comme on peut le voir, on amplifie l'image, etc. Puis les objets sont très très sombres. Donc au final, non, c'est pas de la triche.
Puisque la triche, c'est d'essayer de réinventer des choses qui n'existent réellement pas. Là, ce qu'on fait, c'est tout simplement... Ça modifie les longueurs d'onde des couleurs. Pas du tout. Non. On modifie pas... Non, on modifie pas les couleurs. La balance des couleurs n'est pas modifiée. Non, on essaye justement de revenir à cette balance des couleurs qui a été modifiée par l'appareil. Le pire, ce sont les appareils photo. Les appareils photo sont faits pour plaire, avoir une image plaisante, pas pour faire de l'astrophoto. Ma caméra SBIG, c'est extrêmement... il y a quasiment rien en termes de réglage. C'est tout simplement une image qui sort de la caméra. Il n'y a même pas de gain, de réglage de gain, ni rien. C'est une image brute qui sort, brute de décoffrage. Et elle est de bien meilleure qualité qu'un appareil photo. Parce que justement, il va y avoir de la perte liée au RAW, parce que justement, on va faire des interpolations, parce que justement, on va modifier les couleurs pour que ça plaise plus à l'utilisateur. Mais sur des trucs aussi sensibles qu'un objet dans le ciel, forcément, à la fin, ça part dans tous les sens. Mais non, c'est pas de la triche de modifier l'exposition. C'est justement de le rendre visible, sinon la photo serait noire. Effectivement, si vous voulez mettre les couleurs réelles, il ne sera plus rien, puisque l'objet est noir dans le ciel, enfin quasiment noir, tellement il est sombre. Eh ben, on va y venir parce que, bien entendu, ce petit point-là est très important. Donc, une fois qu'on a ajusté à peu près notre histogramme, on va cliquer sur appliquer et on reviendra plus en détail dans la dernière partie sur rothérapie. Alors du coup, ça c'était l'histogramme normal, parabolique, classique. Là, je vais vous montrer un autre histogramme, celui qui a été mis il y a 3 mises à jour de cela, 4, le hyperbolique. Alors l'hyperbolique, il est beaucoup plus compliqué, mais bien mieux, vraiment mieux. Regardez. Alors ce que l'on va faire, c'est déjà, parce que c'est une image en couleur, l'hyperbolique d'ailleurs fonctionne bien mieux sur une image noir et blanc. Vous allez voir pourquoi. Parce que si je mets valeur indépendante des canaux, les couleurs vont dériver. L'hyperbolisme, ils n'arrivent pas encore à mettre des couleurs correctes, parce que les couleurs, c'est pas de la luminance. Ce ne sont pas des canaux de luminosité, ce sont des relations entre chaque canot. En réalité, la couleur qui en sort, c'est un seul canal, avec un deuxième pour pouvoir positionner la luminosité. Donc il faut bien imaginer que la couleur n'est pas naturelle comme affichage d'image. C'est un peu de la triche pour le coup. C'est vraiment de la différence entre les couleurs, etc. C'est des niveaux de teinte. Donc il faut bien imaginer qu'une couleur noir et blanc qui est juste de la luminosité de pixels est bien plus facile à traiter que le reste. Sauf sur Starless, pardon. Donc quand on veut enlever toutes les étoiles, il vaut mieux mettre de la couleur. Et AstroSharp. Non pas AstroSharp, juste sur Starless. Juste sur Starless, il faut mettre de la couleur, c'est très important. Sur tout le reste, il faut mettre en noir et blanc pour avoir de meilleurs résultats. C'est comme ça. Donc on va mettre luminance pondérée uniforme, ce qui va mettre justement qui va convertir au maximum les couleurs en canaux séparés de lumière. Donc comme si c'était des images noir et blanc qu'on mettait en même temps et qu'on ajustait en même temps. Ça va éviter une déformation des couleurs trop importante. Ce que je fais au début, c'est que l'intensité locale de l'étirement, vous allez le voir, alors, ça va tout simplement mettre plus ou moins de force dans la courbe. Donc regardez ici, on a notre hyperbole, mais ce facteur d'intensité locale va permettre d'étirer cette courbe, ici au maximum, et là, de manière à arrondir le sommet de notre hyperbole. Donc, pour ceux qui ne font pas de maths, j'avoue que c'est un petit peu compliqué à saisir, et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas m'étaler dessus. C'est beaucoup trop compliqué d'expliquer ça maintenant. Il vaut mieux connaître la fonction hyperbolique et savoir pourquoi l'étirement local, donc la composante B, fait cette déformation de la courbe. Et donc, pourquoi vaut mieux la mettre ici? C'est tout simplement parce que la courbe va être en même temps la plus étirée, en même temps la plus étalée, en mettant ce facteur le plus élevé possible. Ça, c'est tout au début. Parce que ça va éviter de cramer les étoiles. Parce qu'à ce moment-là, on va étaler le plus possible l'image, on va éviter de cramer l'image. Donc on va après gérer le facteur d'étirement. Pour cela, on va le mettre à peu près au milieu, on va garder comme voilà. On va essayer de mettre cet espace le plus à la fois écarté et le plus réduit possible. Donc ça, ce sont les étoiles qui sont ici. Donc si on met trop toutes les étoiles sur le côté, elles vont finir par être quasiment blanches. Si on les met trop loin, c'est cette zone-là qui va devenir trop sombre. Donc on ajuste pour avoir un maximum d'étalement. Ici, vous voyez, ça commence à devenir pas mal puisque seules quelques étoiles arrivent, ou une seule étoile, peut-être la plus grosse, arrive à cette luminosité. Donc on peut directement appliquer.
et ensuite aller pour assombrir notre image. Comme vous pouvez le voir là, elle est très très claire forcément puisque les tons sombres sont très 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 loin de la fin de la courbe, en étirement linéaire, donc le décalage du point sombre. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on va tirer sur le curseur et arriver jusqu'à qu'on ait un niveau de perte, donc que de certains pixels vont finir totalement noirs, donc perdre leur information. On veut éviter cela et on va aller voilà, jusqu'à un 100 millième de pixel, donc juste avant. Voilà. Et là, on sait que le moins de pixels possible sont devenus noirs. Donc une nouvelle fois, l'image devient totalement sombre. Et c'est là qu'on va pouvoir faire notre étirement final. Donc on laisse cette valeur d'étirement local. On va lui donner plus de contraste dans ce cas-là. Alors pas trop quand même. On va baisser les hautes lumières. Ici, on va encore baisser l'étirement. Là, ce sont des petits ajustements, hein, bien entendu. Et alors plutôt de ce côté. Et ensuite, on va jouer sur le point de symétrie qui va être, quand là, la courbe, vous voyez qu'elle est quasiment droite, on va lui donner un petit arrondi. Donc, ce qui veut dire qu'on va réduire, vous voyez là, les basses lumières. Tac, on a réduit. Donc, le but de l'hyperbolique, et c'est pour ça que c'est le plus compliqué de tous, c'est qu'il faut absolument trouver l'ajustement idéal entre tous ces paramètres pour pouvoir trouver justement l'image qui va être la plus linéaire possible en termes de couleur, en termes de luminosité, en termes de tout cela. Peut-être réaugmenter ça finalement. Tac, hop. Plus de... Ici. Après, généralement, sur les lives comme ça, je force énormément sur les... parce que j'avoue, je fais pas très attention. Donc... Comme ça, c'est très bien. Allez, on va dire que comme ça, c'est très bien. On applique, on ferme, et on se rend compte d'ailleurs que les couleurs ne sont pas exactement les mêmes. Ah oui, effectivement, comme je vous l'ai dit, l'hyperbolique, ils n'arrivent pas encore à gérer le truc. Donc il faut revenir faire un étalonnage de couleurs. Il faut faire par photométrie, hein, bien évidemment. Pas par étalonnage de couleurs sur le fond de ciel, par photométrie. Oui, pour l'hyperbolique. Et ensuite, on ajuste le point noir. Bon, ça c'est parce que mon image manque un petit peu de SNR, ce qui veut dire, comme on l'a vu tout à l'heure, la différence entre le signal qui est là et le ton sombre qui est le ciel. On va pas le mettre trop fort, vous allez voir pourquoi. On préfère garder une image flat, ce qui veut dire avec le moins de différence possible, parce que justement, on va pouvoir faire des petits réglages après. D'ailleurs, là, on a une énorme différence. Ah oui, ça, il faudrait que je vous en parle, ça c'est hyper important. Et j'ai oublié de le noter dans la conférence. Regardez cet écran. Si vous arrivez à voir le mien, il y a une différence de contraste de couleur énorme. Ça s'appelle l'étalonnage d'écran. Le mien, je le sais, est très mauvais. Donc j'en utilise un autre. Et d'ailleurs, je vous fais des références... non, là, de ce côté, on ne va pas pouvoir voir. On fait des différences, je fais des comparaisons d'étalons de couleurs que je vais comparer et remettre à niveau. Parce que sinon, c'est impossible avec cet écran d'avoir de vraies couleurs. Donc, il faut avoir des écrans de bonne qualité. Parce que sinon, jamais on obtient des couleurs qui sont déjà réelles, ensuite des couleurs, un bon étalonnage, puisque c'est impossible d'avoir juste le contraste correct. Alors les écrans d'Apple sont plutôt bons même, vraiment bien bons. Mais vaut mieux prendre un écran directement fait pour l'étalonnage si on est très pointilleux. Si on est très pointilleux, il faut prendre un écran fait pour l'étalonnage, une sonde d'étalonnage, et on va mettre les couleurs correctement pour justement avoir des couleurs et des contrastes qui sont réels. Parce que souvent, quand on regarde la photo de quelqu'un avec des couleurs un peu bizarres, un peu décalées, ou un peu de contraste un peu bizarre, c'est parce que justement son écran est très décalé par rapport à la moyenne des écrans. Mais c'est aussi valable dans le sens, parce qu'avoir un écran parfaitement calibré, donc nous, notre image sera avec les couleurs les plus précises et les plus réelles possibles, mais les personnes avec qui on va pouvoir potentiellement partager l'image n'auront pas forcément un écran calibré pour contrôler aussi les couleurs bizarres. Tout le monde n'a pas la même C'est ça. calibration d'écran. Des gens n'ont pas juste pas de calibration. Voilà. Bah, par exemple, cet écran-là, c'est impossible de faire une calibration. Hein. Oui. Donc là, j'ai fait une réduction du bruit vert parce que sur les Sony, le vert est le plus important. Donc c'est ce qui est ressorti encore une fois. Une réduction du bruit vert permet de retrouver des couleurs qui, même sans
Voilà, c'est correct. Franchement, les étoiles sont normales, sont orange comme ça. Il n'y a pas à aller plus loin. Après, il est très contrasté ce vidéoprojecteur, donc ça montre pas très bien la douceur de la nuance. On va passer au suivant, je pense, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, je m'en rends compte. Astrosurface, pour ceux que ça intéresse. Ah! Alors, on va ouvrir un fichier. RPD Stack. Ah merde, mais non, c'est pas le bon. Forcément. Astrosurface et... Ah oui, non, mais c'est que des... Oui, bah, ça c'est que des logiciels gratuits et libres. Hein. Tous les logiciels composants, c'est des logiciels gratuits qu'on peut trouver sur... Mais non, mais je reclique sur le même en même temps. Cru, t'es pas très malin, hein. J'entends pas. Quel est le mieux des Ou Astrosurface, quel est le mieux? Celui que tu vas préférer. Ils font pas la même chose. Ah, alors justement, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Mais juste avant, un petit logiciel que vous connaissez peut-être pas, mais que déjà des gens m'ont dit qu'ils connaissaient, et là ça m'étonne énormément puisque c'est pas très connu du tout. Il s'agit de AstroSharp. Alors AstroSharp, ça utilise l'intelligence artificielle de manière raisonnée et raisonnable. Et ça c'est bien, parce que... Et oui, parce que sur PixInsight, on invente des détails, c'est magnifique, hein, mais c'est absolument faux. Par contre, sur celui-là, il va tout simplement adapter la déconvolution de Wiener. Donc une déconvolution, c'est simplement de resserrer des détails, en adaptant avec les étoiles, enfin, soit les étoiles, soit le reste de l'image qui est plus sombre. Ce qui est très important, puisque si on va faire justement une petite déconvolution de Wiener juste à l'instant, je prends mon image, je lui règle la taille de ma figure d'Airy. La figure d'Airy, c'est le détail minimal que l'on peut avoir dans une image. Si on zoome, si on fait... Enfin, du coup, cette image elle est tellement petite qu'on n'a pas besoin. Que j'augmente un petit peu au fur et à mesure. Je mets un peu plus de noise factor. Enfin, tac. Les étoiles vont être extrêmement affectées par ce... Bah justement, par exemple ici, là c'est une étoile double enfin une étoile variable qui était apparue dans une pile d'images et pas apparue dans l'autre, ce qui fait que ça a créé un artefact avec Cyril. Et comme on peut voir, normalement, si on enlève la preview, il y a quasiment rien. Et avec ça, voilà, les étoiles prennent extrêmement cher sur ce genre de traitement. Et enfin, AstroSharp nous délivre de ce mal et nous envoie quelque chose qui est absolument nickel. Donc on va faire justement une petite comparaison des images. Hop. Tac. Donc ça c'était voilà, donc ça c'est avant AstroSharp et AstroSurface. Et en mélangeant ces deux pouvoirs comme des anneaux dans Seigneur des Anneaux, incroyable. On récupère tous nos détails. Et vous voyez, c'est vraiment très propre. Il y a très peu de bruit comparé. Il y a juste des bandes de découpage. Bon, bah ça arrive. Hein. Il faut encore qu'il améliore son logiciel. C'est qu'un seul gars qui fait ça, qui se dit que pourquoi pas. Et effectivement, merci à lui. Je vous donne, il y a le lien dans le drive que je vous passerai à la fin. Sur le document, à la fin, il y a une page avec tous les liens, que ce soit pour Cyril, AstroSurface, AstroSharp. Ah bah oui, hein, Et pourquoi tu dis que Pixie, ça crée des détails? Qui quoi, comment? Pixie PixInsight parce que tout simplement, une intelligence artificielle, en réalité, c'est pas intelligent, hein, c'est un entraînement de calcul qui va être adaptatif, un calcul adaptatif. Sauf que si jamais il existe si on force trop sur les curseurs, il va essayer de compenser cela, parce que bien évidemment, le détail, s'il n'existe pas, il n'existe pas, point. Mais le but de PixInsight dans cet objet-là, c'est pas d'essayer de faire du réel. Dans ces cas-là, l'image serait toujours légèrement floue. C'est à cause de la personne qui a pris l'image ou du ciel. Et ben, il va essayer quand même de créer des choses. Sauf que pour avoir une impression de détail, comme c'est sur cette image, c'est ce qui compte. Vous voyez que la nébuleuse, elle reste quand même assez floue dans l'ensemble. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a du détail? Les hautes lumières. Si une impression de détail, c'est quand les hautes lumières sont bien découpées. Quand on a vraiment des zones de haute lumière qui sont fines. Si on a des hautes lumières étalées, exemple, les hautes lumières étalées, ce sont les étoiles. Les étoiles sont vraiment très étalées dans les hautes lumières. On a l'impression que l'image est floue. Par contre, du moment que je resserre les étoiles, on a l'impression que l'image est complètement nette. Donc, tout est une impression. Et donc, pour pouvoir faire justement une image qui paraît complètement nette, il faut des détails qui soient à haute fréquence. Ce qui veut dire que pour chaque pixel, il va y avoir un détail.
Donc pour le faire, on invente des détails tout simplement. On va mettre des objets qui n'existent pas, on va rajouter des tout petits micro-trucs. Comme ça, on a l'impression qu'il y a plein de détails dans l'image, mais c'est complètement faux. Hein. C'est juste du bruit, c'est juste une tâche qui l'a remis ensemble, etc. Donc c'est la raison pour laquelle PC Insight, lui, il va tellement loin dans le traitement, et surtout c'est vraiment de l'intelligence artificielle qui va bouger les pixels pour les remettre ensemble et en refaire un truc. Ça va créer de nouvelles choses, créer des choses complètement fausses. Comment ? Il fait un calcul mathématique qui s'appelle la déconvolution et les ondelettes. La déconvolution, alors quand on fait de la convolution, c'est noté dans le document, en fait on va tout simplement imaginer un signal carré. Tac, je monte, je descends, juste un signal de step, comme on appelle ça. Un passage à la convolution va transformer ce signal carré en un signal triangulaire. Je vais étaler mon information. La déconvolution, c'est l'inverse. C'est qu'on apprend notre signal triangulaire, qui est étalé, et on va le remettre en signal carré. Alors ici, c'est pas un signal carré qu'on a, c'est un signal qui va être en gaussienne, et la gaussienne va être plus ou moins étalée. On va essayer de la redresser. Or, en faisant ça, si jamais il y a du bruit, le bruit, ça ne fait pas partie de l'image. Ça ne fait pas partie du détail originel. Donc, on va créer des artefacts. Et cela se voit. Les artefacts, ils sont créés ici. Il n'y a pas normalement autant de bruit dans cette image quand on regarde juste avant. C'est quasiment pas de bruit. Mais pourtant, vu que le bruit, justement, va avoir cette variation qui est très rapide, et que le but de la déconvolution, c'est de intensifier ces variations pour mettre de la haute fréquence en termes de détail, le bruit va réapparaître de plus belle. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment faire gaffe avec la déconvolution. Les ondelettes, c'est un autre principe, c'est un principe de convolution qui est détourné. Mais regardez plus, enfin là on a vraiment plus le temps. Regardez plutôt sur la page Wikipédia que j'ai mis dans le lien qui explique très bien le phénomène. Mais c'est un système quand même. Ouais, non mais oui, c'est très bluffant ce qui. Voilà, donc on reprend notre image. Alors là, vous voyez, les couleurs sont complètement délavées, etc. Et ça, c'est le gros souci justement avec les nébuleuses de l'étalonnage par photométrie. C'est que le capteur, lui, c'est rouge, vert, bleu. Or, sur les filtres, en dehors des filtres astro qui sont bien calés, bien droits, comme on a vu sur la présentation tout à l'heure, vous avez vu que les courbes rouges et bleues se chevauchent. Cela va créer des gros soucis, comme par exemple, normalement, cette nébuleuse bleue là, elle n'est pas censée être bleue, c'est de l'O3. L'O3, c'est vert-bleu, c'est à 500 nanomètres. Vous pouvez vérifier, c'est vraiment plutôt vert. Et là, c'est complètement bleu. Pourquoi? Parce qu'il y a la matrice de Bayer, le filtre bleu, est plus centré sur 500 nanomètres que l'est le vert. Donc, on a cette apparence de bleu, qui est d'ailleurs répandue sur l'immense majorité des photos de cette nébuleuse. Et ça fait qu'on a l'impression que l'O3, c'est bleu. Pas du tout. Si toutes les personnes qui ont regardé dans un télescope le savent, l'O3, c'est vert. Ensuite, le rouge qui est là est devenu orange, le H-alpha. Eh oui, parce que forcément, les étoiles, elles sont oranges, donc ça a décalé tout cela. C'est la raison pour laquelle, dans Rothérapie, on va redresser les couleurs manuellement. C'est là, pour le coup, on pourrait limite penser que c'est de la triche, parce qu'on va modifier des couleurs, mais c'est parce que on est limité par le capteur, donc on va modifier ces couleurs dans Rothérapie tout à l'heure. Petit exemple de ce que peut faire Astrosurface, donc bien entendu, Sharpen, etc., tous les de convolution, de déconvolution, enfin de déconvolution et d'ondelettes qui vont permettre d'augmenter le détail à utiliser avec parcimonie. Et sinon, des outils, oui, comme tout, des outils plus classiques, comme la saturation. Comme vous voyez, c'est pas hyper joli quand on augmente de trop, donc il faut généralement aller dans des petites valeurs. Imaginons qu'on le fasse pour cette image. Hop, j'applique. Alors ce logiciel est un petit peu long, hein. Il a été codé par empilement, donc des modules qu'on empile les uns par-dessus les autres, ce qui fait que c'est un peu long dans le processus. Faut pas mettre des trop grosses images, parce qu'alors là, on dépasse du temps. Pour avoir testé des images à 100 mégapixels, je m'endormais devant l'ordi. Local contrast, c'est votre meilleur ami. Ici, on veut que les basses lumières et les hautes lumières se rapprochent, pour pouvoir mieux voir les petites nébuleuses dans les ombres. J'utilise Equalize Histogram dans Adjust Contrast. Donc plus j'en mets, par exemple, je vais aller à l'extrême. Voilà, tout est égalisé. Et les tons sombres restent à peu près sombres. Enfin, même carrément sombres. Donc ça, c'est bien si jamais, par exemple, sur une planète, il y a des côtés qui sont trop sombres sur les bords, vous mettez ça, ça ajuste l'ensemble. Local Contrast, ça va mettre du contraste local. Donc ce qui veut dire que les zones, au lieu de contraster l'ensemble de l'image, ça va contraster
par type de zone, que ce soit des zones sombres, des zones plus ou moins détaillées, etc. C'est très très utile, par exemple, quand on veut relever l'ensemble des contrastes d'une nébuleuse, par exemple. J'en mets un tout petit peu, il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie. Et vous voyez, la nébuleuse, c'est un peu plus révélé. Elle est plus claire, forcément le contraste fait que la nébuleuse sera plus claire, donc il faut gérer ça avec la saturation derrière et les couleurs. Mais n'empêche, on peut voir que l'ensemble de la nébuleuse paraît plus lumineuse, paraît plus détachée du reste, et sur la Lune, généralement, on va avoir un bien meilleur contraste d'ensemble. Donc Adjust Contrast est vraiment génial, il faut toujours l'utiliser, moi je l'adore. Des petits outils de gamma, ça va être utile pour justement baisser l'intensité du fond de ciel. Exemple, ici, on a récupéré une grande partie de notre fond de ciel. Bien entendu, on a perdu les plus basses lumières. Donc par exemple ici, c'est plus très visible nos nuages de gaz. Mais l'avantage, c'est que justement, on va récupérer du fond de ciel, on va remettre une image plus sombre, si on aime bien ça, comme les images double. Dans le même style, nous avons Curve Adjustment, qui est un point de contrôle simplifié d'histogramme. Donc je vais prendre mon échantillon dans l'image. Ça fonctionne par échantillon, AstroSurface. Par exemple, si j'essaye de le faire d'un coup, il va me dire de sélectionner une zone. Ceci est utile parce que, par exemple, là, je peux sélectionner point par point ce que je vais augmenter. Alors, je vais aller à l'extrême juste pour vous montrer. Hein. Par exemple, là, je peux augmenter cette zone de luminosité. Là, je peux l'abaisser, l'augmenter, etc. Ça permet de faire des ajustements de lumière agressifs. Ce logiciel est très agressif. Il faut vraiment mettre que quelques valeurs. Si jamais on empile toutes les valeurs, qu'on fait plein de traitements et qu'on met toujours des valeurs un peu élevées, à la fin, ça va devenir n'importe quoi. Donc ça y est, toujours parcimonieux. Un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Une nébuleuse, c'est pas contrasté comme ça. Une nébuleuse, c'est censé plutôt être comme ceci. C'est un voile. Si vous vous doutez de cela, faites de visuel. Bon, à mon avis, ici, vous avez fait du visuel à Astrociel. Mais donc, vous savez qu'une nébuleuse, normalement, c'est très doux. On a l'impression que c'est cotonneux. Il faut qu'on ressente cela dans l'image, et non pas qu'on ait quelque chose de hyper contrasté. On s'en souvient avec les Américains, hein, ils sont toujours très dans le contraste et dans la luminosité. Le HDR, ça peut être utile, je l'utilise assez peu, mais par exemple, je vais augmenter, je veux baisser la luminosité d'une zone sans trop faire des gros changements de contraste. Je veux mettre de l'intensité sans brûler mes hautes lumières. Ça peut être utile justement, ce truc de HDR. Ce qui nous intéresse un peu plus, alors là on va faire exprès de mettre plein de bruit, pas autant. Ouais, là il y en a pas mal du bruit. Donc on a l'impression que c'est super détaillé. Effectivement, ça devient super détaillé avec la déconvolution de Weiner, mais c'est très bruité, c'est dégoûtant, on n'aime pas ça, le bruit, on le déteste. Donc si on augmente, effectivement, c'est pas très très beau. D'ailleurs, j'ai peut-être un peu forcé la dose pour le coup, même pour vous montrer, là c'est un peu violent. J'ai un petit peu, c'est ça qui fait notre problème. Voilà, là il y a du bruit, c'est bien, je l'aime bien. C'est ce qu'il nous faut. Tac. Donc effectivement, on a cette impression de détail, c'est beaucoup plus détaillé, c'est joli, mais c'est si bruité. Alors pour enlever le bruit, il existe un outil sur AstroSurface qui est vraiment pas trop mal. C'est Reduce Noise and Sharpen Images. Donc on a ce Noise Prefilter qui va justement retirer un bruit spatial qui va être à haute fréquence. Donc là, vous voyez, c'est très granuleux, mais très rapproché. Et si on utilise Noise Prefilter, ça va quasiment enlever tout le bruit qui est lié à cette haute intensité. Exactement. Le problème, c'est que ça dissipe aussi les détails, par exemple, des étoiles. C'est pas adaptatif. On aimerait quelque chose d'adaptatif, mais ce ne l'est pas. Par contre, les nébuleuses, ça les conserve. Regardez ici, vous voyez ce bleu-là, qui est comme ceci. Hop, ça revient au même. C'est juste qu'on a enlevé le bruit par-dessus. Or, qu'est-ce que je vous ai dit juste avant? L'impression de détail, c'est des détails à haute fréquence. Donc même s'il y a du bruit, on a l'impression que c'est très détaillé. Par contre, si j'applique et que je enlève le bruit mais garde le détail des nébuleuses, on a l'impression qu'il n'y en a plus. Donc la raison pour laquelle le détail, c'est avant tout une question de contraste. C'est pas une question de déconvolution. La déconvolution, c'est bien pour resserrer les étoiles, mais pour les nébuleuses, vaut mieux mettre un petit peu de déconvolution parce que ça aide toujours. Ça fait toujours un raisonnement mathématique qui fait l'inverse de ce que fait les instruments, nos télescopes, etc., le problème de mise au point. Mais à vraiment utiliser de manière très précise, un tout petit peu, quasiment invisible. Comme ça, après, on va pouvoir mieux resserrer les détails par un contraste.
C'est ce qu'on fait avec Rothérapie. Et d'où aussi l'importance d'avoir un écran le plus calibré possible. Exactement. On peut rattraper un peu les détails ici, par exemple. Hein. Donc en remettant un peu de convolution, enfin d'ondelettes, pour le coup. Par contre, les ondelettes, comme vous pouvez le voir, ça fait tout aussi pas beau. Cracra. Ah ouais, parfaitement. Cracra. Et plus on augmente la taille de notre échantillon, pire c'est. Donc par exemple, si je mets un échantillon à 1, on a l'impression qu'il n'y a rien qu'à changer, quoi. Donc on fait avec parcimonie, on met à 4 ou à 3, on regarde à peu près combien c'est, on voit que les étoiles prennent très cher, la raison pour laquelle il faut faire un starless, enlever toutes les étoiles de l'image, traiter l'image de la nébuleuse, puis remettre les étoiles derrière dans Cyril. On n'a pas le temps pour vous montrer, mais c'est quelque chose qui maintenant existe, puisque j'ai essayé plein de traitements, j'ai essayé plein de trucs, j'ai toujours dit que le starless c'était de la grosse tricherie, de toute façon ça servait à rien. Je suis obligé d'admettre, mesdames et messieurs, aujourd'hui que non, il faut du starless. Parce que les logiciels ne sont pas capables de prendre en compte les étoiles. Ils sont faits pour la plupart des logiciels, c'est tellement compliqué de définir ce qui... Une étoile tout court. Parce que certaines nébuleuses sont aussi lumineuses que des étoiles. Regardez. Je prends une partie très lumineuse de ma nébuleuse, ici. Si je compare la luminosité de cette partie de la nébuleuse très claire avec des étoiles très sombres, elles vont être pareilles. Ce qui fait que pour le logiciel, ça n'a pas de sens. Il faudrait une IA justement pour reconnaître les étoiles. Oh bah tiens, AstroCharp. D'où le truc. Et le principe vital du starless, c'est quoi? Comment tu extrais les étoiles? Juste. Il dit tout ce qui est... Comment il sait quels sont les objets qui sont des étoiles, c'est ça? Alors, on va regarder par exemple, ça c'est le starless. Comment il fait? C'est tout simplement un réseau neuronal. Il va dire ah bah tiens une étoile c'est ça, et il va comparer avec toute sa base de données interne de calcul. Le pauvre. Et comme on va voir, c'est dénué d'étoiles. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant on peut se concentrer uniquement sur une partie de luminosité, une partie du détail qui est beaucoup plus faible que les étoiles, et donc on peut ajuster bien mieux son traitement. C'est très important le starless, je le répète, c'est très facile à mettre d'ailleurs. Vous allez dans Préférences, dans Divers, vous mettez le module StarNet++, donc StarNet++ sur Internet, vous prenez le module par commande, enfin ligne de commande, vous le mettez ici, paf, fini, et vous avez votre starless. Et même mieux que ça, parce que StarNet, quand on l'utilise, il ne fait pas de masque d'étoiles. Donc il fallait utiliser Photoshop. Mais maintenant, Cyril, parce qu'il est trop génial, eh ben, ils se sont dit, mais c'est quand même trop con de ne pas avoir le Star Mask. Le Star Mask. Et voilà. Et maintenant, on peut même faire de l'analyse d'étoiles. C'est génial, parce qu'on veut qu'on n'a que les étoiles. On n'a pas la nébuleuse pour avoir nos problèmes de variation. Voilà, pour même virer une galaxie, on peut tout virer. Et ça fait que là, on se transforme littéralement en l'observatoire spatial Gaïa. Gaïa, ce qu'il voit, lui, c'est que ça. Donc oui, ça marche super bien, c'est génial, et on peut même faire de la photométrie maintenant. Voilà, de rien. Bon, par contre, on va passer un peu plus vite. Là, j'essaie de speeder à mort. Bah oui, forcément, si j'ai pas converti l'ensemble des choses. Votre cerveau, il coule, bah ramassez-le parce que ça va faire des tableaux sur le sol. On va réouvrir notre image ici. On va aller à la vitesse de l'éclair pour passer. On a 10 minutes. Là, on enregistre. Sur Cyril, il y a plusieurs façons, types de fichiers pour enregistrer. Le mieux, c'est le TIFF dans ce cadre-là, parce que Rothérapie ne prend pas en charge le FIT. Si vous faites des retouches d'images sur GIMP, vous pouvez exporter en FIT, qui va conserver plus de détails et plus d'informations. Mais là, en l'occurrence, que ce soit Rothérapie, Lightroom, Photoshop ou autre, ne prennent pas en compte ce format de fichier, donc on exporte en TIFF. D'ailleurs, mettre toujours en 16 bits. Les logiciels ne comprennent pas vraiment le 32 bits. Mettez du 16. Non, même pour le FIT, mettez du 16 en exportation. Sauf si vous savez que le logiciel derrière prend du 32. Bah ça, ouais, ça fait tout bizarre. Donc vraiment c'est... Ah. Allez hop. Bah. Pouc. Rothérapie. Alors vous allez voir, c'est pas évident. Hein. Microthérapie. Alors ça ressemble beaucoup à Lightroom ou Photoshop, hein, c'est quand même dans le même état d'esprit, c'est pour retoucher des photos. Donc là, en astronomie, par exemple, tout à l'heure, Christine nous avait parlé de la couleur de l'O3, notamment.
donc qui est plutôt bleu-vert que totalement bleu. Donc il y a un outil qui s'appelle TSL. TSV. TSV. Alors, ça, TSL, c'est sur l'écran. C'est dans l'autre corps. Le contraste. Voilà. La TSV TSV. avec teinte. Donc, Il faut que tu l'actives d'ailleurs. Tac. Ah oui, petit truc sur Othérapie, vous avez plein de modules, mais ils sont pas forcément activés. Il faut que vous les activez avec le petit on-off. Ça évite que le logiciel traîne en permanence plein de modules derrière lui et qui réfléchissent à tout ça. Voilà, exactement. Donc ça prend du temps nous-mêmes à cliquer sur le bouton, mais ça évite d'ailleurs de se mélanger. Par exemple, si on n'a pas envie du traitement, au lieu de tout remettre à zéro, vous enlevez tout simplement le module et puis voilà, c'est fini. C'est aussi un avantage. Inconvénient, avantage, on peut voir comme on veut. voilà. Donc une fois que vous êtes dans l'égalisateur TSV, vous allez pouvoir changer la teinte, par exemple du bleu, on va vouloir la rapprocher plus du vert. On n'a pas la même version. Ah, t'as pas la même version? Comment c'est possible? Moi j'ai la dernière. Ah bon, bah d'accord. Bon, allez, c'est reparti. Désolé, oh là là, c'est... J'espère que vous m'aimez parce que vous en avez de moi, hein, la vache. On utilise le petit échantillonneur qui est ici. On regarde à peu près la couleur où c'est à peu près dans ces tons bleus. On va modifier, c'est peut-être de ce côté, pour avoir un ton plus vert. Donc généralement c'est de ce côté. Pour vérifier, vous allez dans Cyril, traitement d'image, composition RVB, vous allez dans plus, vous cliquez, ou alors plutôt ou alors même vous pouvez cliquer ici par exemple. Vous sélectionnez O3 et vous voyez que ça fait cette jolie petite couleur vert-bleu. Et donc ça fait que si on revient ici, on essaye de faire la comparaison des deux. Donc là c'est beaucoup plus comme ceci. Oui. Voilà. Et donc ça fait que si on regarde, on va se rendre compte que voilà, c'est beaucoup plus vert, c'est beaucoup plus naturel. Ensuite même, on va pouvoir regarder ce orange nul en un joli rouge qui est de l'autre côté. Un peu exagéré, mais ça pourrait. Là, on va dire que c'est comme ça. Et nous ça, nous avons, alors elle n'est pas les vraies couleurs des étoiles parce que normalement il aurait fallu le faire sur le Starless. Voilà. Évidemment, parce que là les étoiles viennent de prendre très cher. Donc il faut sélectionner, vous prenez votre fixe, vous l'exportez en TIFF, vous prenez le Starless, vous modifiez ces valeurs-là, puis à l'intérieur de Cyril, vous remettez tout ça ensemble, c'est joli, c'est propre, ça fait magnifique. Mais ça fait beaucoup d'actions, hein. Mais au moins l'avantage, c'est qu'on a les vraies couleurs de la nébuleuse. Ça donne une vision différente des choses, puis moi je trouve que c'est plus joli du vert que du bleu, ça donne un peu plus de complexité à l'image, et ça donne un peu plus de fantaisie. D'ailleurs même, on va parler de ça, les couleurs. Faites ce que vous voulez. On s'en fout, c'est votre vision du monde. Ce qui fait qu'on retouche une image, c'est qu'on modifie ce qu'il y a réellement dans l'image. On modifie ce qui n'existe absolument, qui existe ou qui n'existe pas. Qu'on ajoute des éléments, qu'on retire des éléments. Ça, c'est retoucher. L'édition d'image, l'étalonnage, c'est tout simplement, l'étalonnage, c'est de mettre l'image comme il faut, au bon niveau, au niveau réel. Et l'édition d'image, c'est de faire ce que vous voulez, de mettre votre créativité à l'intérieur de l'image. Arrêtez de vous engueuler entre vous, de dire « Oui, ton image est rose, c'est pas beau ». Non, il fait ce qu'il veut. S'il a envie que la nébuleuse soit rose, elle est rose. S'il a envie qu'elle soit complètement multicolore, c'est sa vision du monde. C'est ça, en fait, l'art qui est à l'intérieur d'une photo et de l'art qui est à l'intérieur de Photoshop. L'art qui est à l'intérieur de Photoshop, c'est pas d'essayer de modifier des modèles pour qu'ils soient complètement lisses. L'art dans Photoshop, c'est d'essayer de créer quelque chose qui n'existe pas à partir d'un logiciel. Et c'est exactement ce que nous voyons là. Si j'ai envie, par exemple, que le O3 soit complètement aussi rouge ou même complètement vert, je peux le faire. Ça va être ma vision du monde. On aime ou on n'aime pas, c'est comme on veut. Donc c'est très important de se souvenir dans ça. Et les erreurs qui sont faites par les préjugés des gens sont énormes. Vous vous en souvenez de la nébuleuse découverte juste au-dessus de la galaxie d'Andromède? Cet énorme nuage d'O3 qui fait 6 fois la taille de la pleine lune. Ben, c'est parce que ça a été découvert parce qu'une personne se dit tiens, ici je mettais du O3 sur une galaxie. Alors que tout le monde dit de ne pas le faire et que ça sert à rien. Et là, la personne a essayé et a trouvé un nuage de gaz que personne n'avait. Alors que c'est un des premiers objets photographiés. Hein. Alors que oui, la galaxie d'Andromède est quand même l'un des objets les plus faciles et les plus visibles dans le ciel. Et vous savez, par des milliers de personnes. Et
Et juste la décision d'une personne comme ça qui dit pourquoi pas essayer en E3, il va découvrir un nouveau nuage de gaz alors que personne n'aurait pensé. Donc c'est vraiment très important en fait, vraiment ce que vous voulez, soyez imaginatif. Moi une fois j'ai mis 2 barlots l'une par-dessus l'autre, pourquoi pas, bah, ça a mieux marché figurez-vous. Donc bon après c'était des barlots télévus, donc ça marche vachement bien les barlots télévus en 2 pouces. Mais soyez créatifs, faites des idées dans tous les sens et vous allez voir que non seulement peut-être que vous allez découvrir quelque chose et vous allez augmenter vos chances de trouver un nouvel objet, de découvrir une nouvelle méthode, mais en plus, vous allez vous séparer des autres et arrêter de faire exactement le même traitement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette photo juste pour la beauté, mais je m'en fous en réalité de faire des photos qui sont connues. Ça n'a aucun intérêt. Elles sont faites plusieurs milliers de fois par an. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire, par exemple, je vais vous montrer une image que je suis sûr pas grand monde. Bah déjà, est-ce que vous connaissez bah il est où 22. 7006. Vous connaissez 7006? C'est un tout petit amas situé dans le Dauphin. Il y a une jolie galaxie à côté. Quasiment personne ne l'a pris avant. Moi, je me suis dit, bah pourquoi pas. Et ça fait que j'ai atteint la magnitude quand même 23 sur cette image. Pas trop mal. Donc c'est ça en fait qu'il faut se dire, c'est toujours de prendre quelque chose de nouveau. Toujours aller vers l'avant. Cette galaxie, par exemple, qui n'a quasiment jamais été imagée, très jolie. Elle est très petite. Effectivement, quand on regarde la forme des étoiles, on sent qu'on a étiré le champ. Mais c'est joli. Il y a beaucoup d'O3 à l'intérieur. On voit pas mal de zones avec des nuages de gaz. Et vu qu'elle est en interaction avec une autre galaxie, la première personne qui fait une énorme pause très très longue dessus pourra peut-être voir que les deux galaxies partagent un nuage d'étoiles entre elles, quand même, sur M51. Voilà pourquoi, malgré tout ce qu'on a montré, c'est pas à suivre à la lettre. C'est très important de se dire ça, ce n'est pas à suivre à la lettre, c'est juste vous montrer que ça existe. Je vous ai montré des méthodes alternatives, parfois plus précises, meilleures, mais qui prennent beaucoup plus de temps. C'est à vous de savoir si vous voulez vraiment les utiliser ou pas. Faites comme vous voulez, c'est très important, et soyez curieux aussi. Sur Cyril, il y a toutes les documentations, on les a mis dans le document, tout est noté. Donc comme ça au moins... Oui, en français. Cyril est un logiciel français, AstroSurface est un logiciel français. Cocorico. Et après, c'est pareil, de toute façon, le traitement d'image, l'imagerie en règle générale, il est par petites touches, en fonction de ce qui nous plaît à nous. C'est vraiment très personnel, il n'y a pas de règle ultime, c'est vraiment en fonction de notre sensibilité. Alors, dans Cyril, il faut d'abord télécharger le Starless. Donc, vous allez sur... non, pas du tout, c'est un module externe. Et après, vous allez ici, vous allez dans traitement des étoiles, il y a plein de trucs, dont recomposition des étoiles. Si on clique dessus, on aura deux ensembles. Ah, bah, ça m'a mis directement sur le logiciel Starnet. Comme vous pouvez voir, ça vous ouvre un dossier. Donc, vous devez prendre Starnet 2CL, bref, vous pouvez lire. Vous... Oui. Le Starless, on va le Ensuite, vous sélectionnez le starnet.exe, c'est donc l'exécutable qui se situe ici. Vous allez dans divers, l'exécutable est là, nickel, parfait, hop. Donc quand vous prenez par exemple, non pas géométrie, la géométrie pour retourner l'image, traitement des étoiles, suppression des étoiles Starnet, je fais exécuter, et là ça est en train de faire le démarrage de Starnet, il est en train de regarder tout ça, le réseau neuronal en train de regarder un petit peu comment est fait l'image, il met des tuiles, donc des zones de l'image qu'il est en train d'analyser, et il retire les étoiles, c'est tout. C'est simple, c'est efficace, et en plus derrière vous pouvez faire un meilleur traitement, comme ça au moins. Est-ce que vous avez, dans ces 3 minutes qui nous restent, quelques questions, vraiment celles qui vous taraudent l'esprit? Oh mon Dieu. Non? Il fait peut-être une sauvegarde. Ah non, pardon, vous avez dit quoi? J'ai cru que vous avez dit 2 photos. Oui, c'est ce que j'ai montré. Il fait 2 photos. Il sort 2 photos, la photo avec que des étoiles. On se prend pour Gaïa et la photo avec que un filtre, comme si on avait un filtre H-alpha qui se situe à 0,1 nanomètre. Plus d'étoiles du tout. Des liens. Ah mais oui, des liens. Donc on vous a préparé un Google Drive sur lequel vous allez pouvoir retrouver donc, la petite présentation avec les capteurs et tout ce qui est sur le bruit, voilà, et aussi un petit PDF, petit 12 pages, avec, avec toute la procédure de Cyril, donc de la conversion en filament,
ainsi que le protocole pour AstroSurface, AstroChart normalement. Eurothérapie n'a pas encore été écrit parce que le temps d'écrire le reste. Aérothérapie, comme c'est assez complexe, c'est très complexe comme logiciel, il n'y a pas encore forcément Des liens. Nickel. Et après, il y a tous les liens, on va rajouter le lien pour le Starless de Cyril. Donc, vous pouvez revenir là. Eh ben voilà. Et si jamais vous avez des questions, contactez-nous directement. Moi, par exemple, je vous ferai un plaisir de vous répondre. C'est vraiment... Le Titouan, il fera pas plaisir. j'en sais rien, il faut le dire. Titouan, est-ce que Alors tu... non, moi ça me danse, je gueule. Voilà. Non, moi je suis une personne, je répondrai à personne. Non, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, que ce soit sur Cyril ou plus sur les différents logiciels que vous a présenté Christelle. Ah oui, tu m'envoies des papiers. Quand tu auras de l'internet. Alors, Ouais, moi j'ai de l'internet ici, donc si vous voulez, puis je suis ici jusqu'au 25, donc si vous avez des questions. Mais non, voilà, n'hésitez absolument pas, ça nous fera plaisir. Oh bah alors là, la photocopieuse, en fait, mon idée au départ, c'était d'imprimer tout ça, mais Ouais, non, ça Mais fait t'avais une bonne idée. j'avais eu une bonne idée, mais elle coûtait... Eh ben, bravo. Bravo, les gars. Merci. C'est bien. C'est la première conf qu'on tient, 1h30. Sans trop s'endormir. Ouais, sans trop s'endormir. Ah, c'est moi, je suis pas Merci beaucoup, en tout cas, ça nous a fait très très plaisir.